et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Pendant la grossesse et l'allaitement, le corps subit de nombreuses transformations pour répondre aux besoins de bébé tout en s'adaptant aux changements hormonaux. Ces modifications concernent notamment la peau, les cheveux, les ongles et les tissus mammaires. Prépare ta bouteille d'eau, ta crème solaire et ton huile anti-vergeture. Je crois que c'est le b.a.-ba des dermatos. C'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, nous sommes avec Sarah, notre dermatologue préférée, qui nous a parlé déjà précédemment de comment avoir des beaux nénés au niveau cutané. Bon, en fait, c'est la mienne de dermato préférée parce que clairement, quand j'ai un doute diagnostique sur une lésion cutanée ou un bouton, une croûte, elle me répond dans le mille. Et Sarah, c'est ma copine. Merci Sarah d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir, salut les filles. Du coup Sarah, comme on n'a pas pu le faire la dernière fois, on va te demander de te présenter, de nous dire ce que tu veux de toi, de ton métier, de ta famille, de ton histoire d'allaitement. Bien sûr, donc moi je suis Sarah Mazot, je suis dermatologue médicale et pas dermato-esthétique, c'est important pour les questions qui vont venir je pense. Je suis aussi la maman d'un petit garçon de presque 9 mois que j'allaite encore. Donc c'est aussi un sujet qui me passionne à titre personnel. Donc je suis très très contente que vous m'ayez invitée aujourd'hui. Et je pense que c'est important de faire ce podcast maintenant et pas il y a 9 mois parce que j'aurais pas su de quoi je parlais. Et là je comprends un peu mieux l'enjeu. Oui, c'est vrai qu'à chaque fois les intervenants nous disent que on conseille mieux quand on a nous-mêmes allaité. Ça c'est vrai que c'est un point qu'on retrouve à chaque fois. Et ben c'est parti pour les questions. On va partir du haut jusqu'en bas pour les remaniements trophiques et cutanés, car il y en a pas mal tout de même. On donne de notre personne et de notre beauté en étant enceinte et en allaitant, je pense. On donne tout. C'est clair. Alors déjà, vraie question très importante. Le glow de la grossesse, est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai dans le sens où on a quand même des petites hypothèses physiopathes qui puissent expliquer ce fameux glow. Donc le glow, c'est le fait d'irradier, c'est le fait d'avoir un petit je ne sais quoi qui fait qu'on est particulièrement belle pendant la grossesse. Je pense que c'est comme tout, on peut pas généraliser, on est tous différents, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans la grossesse où on va avoir une vascularisation qui est augmentée, environ 2 litres de sang en plus, et ça va donner un rosé aux joues, ça va donner une certaine irrigation à la peau. On est un peu plus rempli aussi parce qu'on se remplume un peu. Et le fait d'avoir une peau qui irradie, c'est le fait de renvoyer la lumière. Et donc c'est vrai que quand on est un peu plus rempli, on renvoie mieux la lumière et donc instantanément, on a un teint qui est beaucoup plus lumineux. Et je pense que c'est surtout ça le glow de la grossesse. En plus de ce qu'on aurait envie de dire classiquement, c'est le bonheur, on nage dans l'ocytocine, c'est les hormones du bonheur qui font ça. C'est vrai, mais je pense aussi que d'un point de vue physiopathe, la vascularisation a un rôle. D'accord, mais alors pourquoi ça perdure pas en postpartum si on allaite ? Parce qu'on perd les 2 litres de sang, Cassandre. Ouais. Ça reste pas. Quand on allaite, on garde une certaine imprégnation hormonale, mais déjà pas toutes les hormones. Mm-hmm. On a quand même une chute d'œstrogènes et les œstrogènes vont aussi participer à ce glow. D'accord, bon bah dommage. Moi je vais arrêter de donner mon sang si j'ai bien compris. Hein. Et alors on parle aussi des cheveux. Il y a souvent une grosse perte de cheveux post-accouchement, voire post-allaitement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la chute ? Alors déjà, pourquoi il y a ça et qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi il y a la chute ? Il faut revenir un peu en arrière, il faut revenir sur la grossesse. En fait, pendant la grossesse, on va avoir une chute de cheveux moindre. Et donc, on va se retrouver avec une belle masse de cheveux
parce que le métabolisme a augmenté, donc les ongles poussent plus vite, les poils passent plus vite et les cheveux aussi. Mais ce qui se passe aussi, c'est que dans la croissance du cheveu, on a 3 phases. On a la phase anagène où ça pousse, la phase catagène où c'est en stand-by où il se passe rien, et puis la phase télogène où on a une chute de cheveux. Et ça, c'est le cycle normal du cheveu. La plupart du temps, nos cheveux, ils sont en phase anagène pour 80% des cheveux, puis les 20% restants, ils sont dans les autres phases. Et pendant la grossesse, en fait, on va rester en phase catagène, et donc on n'a plus un poil, plus un cheveu sur la brosse. Donc c'est génial, mais ça, il va falloir le rendre un jour, en fait. D'accord. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc quand on, et oui, quand on Tout se rend, les gars. ou quand on va avoir l'arrêt de l'allaitement, donc une chute hormonale au moment du sevrage, on va avoir une chute de cheveux qui va reprendre, souvent de manière un peu différée, d'environ 3 mois. Et c'est ce qu'on appelle un effluvium télogène du postpartum. Et c'est totalement physiologique. Et il ne faut pas s'inquiéter, on ne perd pas plus que ce qu'on avait avant. Mais par contre, c'est impressionnant parce qu'on va rendre cette dette de manière très très rapide et plus rapide qu'une chute de cheveux habituelle. Après, il y a d'autres causes. On peut aussi perdre les cheveux en postpartum parce que on a une hémorragie de la délivrance et on est anémié, parce qu'on est carencé, parce qu'on allait et que ça demande quand même énormément de ressources, parce que on est stressé, voire on a eu un accouchement un peu traumatisant, un peu choquant, et on peut avoir une chute de cheveux suite à un choc. Donc il y a plein d'autres causes, des petites dysrégulation de la thyroïde en postpartum ou même pendant la grossesse. Donc ça se vérifie. C'est bien de faire une petite prise de sang, s'assurer qu'il n'y ait pas quelque chose d'organique, d'anormal sous-jacent. S'il n'y a pas d'anomalie à la prise de sang, on se rassure et on se dit que ça va revenir. Et puis on met tout de notre côté pour que ça revienne, tout ça nous rassure. Et au bout de 2-3 mois, on va avoir les petits cheveux, les baby hair qui poussent sur la lisière antérieure du cuir chevelu. Ouais, voilà, on peut un peu les styler, on peut mettre un petit peu de cire, un peu de quelque chose pour les mettre en arrière, pour les plaquer si ça nous gêne. Ça fait des petites cornes et souvent ça boucle un petit peu devant. Voilà, on peut reconnaître une femme en postpartum rien qu'à ça, je pense. C'est notre frange. Est-ce qu'il y a un intérêt à prendre des compléments alimentaires à base de cystine, de B6, de je sais pas quoi? Oui, il y a un intérêt et je pense d'autant plus si on allaite. Mais en fait, ce qui se passe pendant la grossesse, c'est que le bébé prend ce dont il a besoin et puis il laisse un peu la mère sur le carreau, entre guillemets. C'est pour ça qu'il faut bien manger et bien prendre ses compléments et pas que la vitamine B9 et pas que en début de grossesse, mais vraiment pendant toute la grossesse. Et je pense qu'on allaite ou pas pendant une certaine période du postpartum pour récupérer et pour vraiment se donner toutes les briques, on va dire, pour refabriquer un cheveu. Et ça, je pense que les bénéfices, ils sont sur la santé globale. Parce que moi, souvent, c'est ce que je dis, c'est que ça va pas limiter la chute, mais par contre, les cheveux qui vont repousser, potentiellement, vont repousser plus fort s'ils sont bien nourris. Oui, et puis je pense que ça rassure aussi, le fait de se rassurer, le fait d'avoir l'impression de faire quelque chose, d'être dans le contrôle, dans une période où on ne contrôle plus rien, je pense que c'est bénéfique. Et après, par contre, sur les sprays qu'on peut mettre, le minoxidil notamment, ça, c'est pas des choses qui sont conseillées pendant l'allaitement. Donc, on attendra d'avoir fini d'allaiter. Mais les choses qu'on peut faire pour aider la vascularisation, c'est tout simplement de masser le cuir chevelu. En plus, ça fait du bien, ça détend. Donc, je pense qu'il ne faut pas se priver de masser un petit peu le cuir chevelu pour appeler la vascularisation et pour nourrir un peu mieux le bulbe du cheveu. Ouais, et sur les compléments alimentaires, j'en profite parce qu'on m'a posé la question hier. Il y en a beaucoup qui ne sont pas compatibles avec l'allaitement parce qu'ils contiennent des plantes. En fait, finalement, les basiques, en fait, du coup, je dis des marques, il y a la cystine B6, Forcapil, dès qu'ils ne contiennent que des vitamines, eux, ils ne sont pas nocifs pour l'allaitement. C'est des principes de précaution de dire que c'est pas indiqué, mais il vaut mieux suivre quand même ce qu'il y a sur la boîte. Oui, c'est qu'on ne sait pas et dans le doute, on préfère s'abstenir, mais s'il y en a qui sont compatibles, pourquoi se priver Alors après, on descend un petit peu et là, on va parler plutôt au niveau du visage. Le mélasma, on peut dire que c'est le masque de grossesse, c'est ça? Alors le mélasma, son deuxième petit nom, c'est effectivement le masque de grossesse, mais en fait, c'est pas du tout l'attribut que de la grossesse et en fait même pas que de la femme. Il y a des hommes qui peuvent avoir un mélasma. Le mélasma, c'est une prédisposition génétique à créer un surplus de mélanine en profondeur, plutôt dans le derme, pas de manière superficielle dans la peau, suite à une surstimulation. Donc la surstimulation de la pigmentation, ça peut être l'exposition solaire intensive,
ça peut être les hormones de la grossesse qui vont favoriser la pigmentation. On pigmente beaucoup plus, on crée plus de mélanine pendant la grossesse. Donc c'est vrai que c'est un moment propice, mais finalement ça peut arriver à l'adolescence au moment des premières règles, ça peut arriver au moment d'une prise d'une contraception, ça peut arriver sur un peu n'importe quelle variation hormonale chez la femme, mais même sans éléments déclenchants typiques, ça peut arriver. Toujours est-il qu'on sait que la grossesse est un moment propice, que pareil, l'allaitement, toute la période de l'allaitement, on a tendance à pigmenter plus aussi. À savoir ça, on va mettre toutes les chances de notre côté, se protéger du soleil par tous les moyens pour éviter de venir stimuler, en plus de la stimulation hormonale, par la stimulation par les UV. D'accord, donc protection solaire dès le début de la grossesse pour éviter l'apparition du mélasme. C'est ça. Et alors la protection solaire, elle est particulière, c'est une protection solaire qui est à large spectre, c'est-à-dire que dans les UV qui passent, on a les UVB qu'on connaît, et donc le SPF, il est fait pour les UVB. Donc SPF 30, ça veut dire que on va se protéger avec un SPF 30 pour les UVB, mais les UVA ne sont pas indiqués. Mais on sait que les UVA correspondent environ à un tiers de la protection UVB. Donc finalement, si on prend un SPF 30, on va avoir un SPF 10 pour la protection aux UVA. Et c'est important aussi de se protéger de la lumière bleue. Donc la lumière bleue, c'est dans la lumière du visible, c'est aussi les écrans. Donc on peut désactiver sur le téléphone, sur l'ordinateur, la lumière bleue. Ça donne une teinte un peu plus jaune à l'écran, mais ça évite de prendre encore de la lumière bleue en milieu extérieur. Pareil, on peut aussi essayer de mettre son bureau dos à la lumière du jour, parce que si on est face à la lumière du jour ou qu'on prend la lumière du jour sur un profil, on va peut-être avoir plus de taches sur ce côté-là. Et donc, si apparaissent des taches de mélasma sur notre visage, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, plein de choses. On continue la protection solaire, ça c'est la base, vous l'avez compris. Et ensuite, il faut essayer de faire des petites choses, mais tout en se décomplexant. Il faut vraiment pas se culpabiliser. C'est pas parce qu'on a oublié la crème solaire qu'on a un mélasma. On a un mélasma parce que on est prédisposé génétiquement et hormonalement, et c'est une association de malfaiteurs. C'est pas une seule cause. Oui, c'est multifactoriel. Donc on se protège du soleil. C'est ça. On va mettre de la vitamine C en sérum le matin, sauf si ça nous irrite la peau, mais ça c'est pas mal. C'est un antioxydant qui va un peu favoriser lutter contre la pigmentation. Et puis le soir, on peut mettre des principes actifs qui vont être anti-taches de nouveau par un sérum. Après, on fait attention parce que si on commence à mettre trop de principes actifs sur la peau, on va s'irriter la peau. Et puis ça demande du temps. Et je pense que quand on allait, quand on a un bébé, on n'a pas forcément beaucoup le temps. Donc je pense que si on retient une chose, c'est la protection solaire. Et ensuite, on prend déjà rendez-vous, parce que les délais sont longs, avec un dermato-esthétique pour mettre en place un petit programme avec des principes actifs qui sont plus ciblés et plus adaptés à la peau de chacun. D'accord. On peut faire du laser ou de la lumière pulsée ? Tout à fait. Le laser, ça marche bien. Et de plus en plus, maintenant, on fait du laser vasculaire. Donc, le laser vasculaire, on sait que dans le mélasma, il y a une part vasculaire qui existe. Donc, ça, c'est des choses qu'on fait en ce moment, mais c'est quelque chose qui est en constante évolution, qui touche quand même une grande partie de la population. Donc, on sait que la recherche évolue et que c'est pas parce que vous avez essayé quelque chose il y a 5 ans que ça n'a pas marché qu'il faut pas reconsulter, parce qu'il y a peut-être autre chose qui existe maintenant. Oui, ou une machine plus évoluée ou des choses comme ça. Est-ce qu'on peut faire ça pendant l'allaitement ? Alors, pendant l'allaitement, on évite le laser parce que, pareil, on va, avec le laser, venir irriter la peau, et l'irritation peut créer de la pigmentation, et on peut faire pire que mieux. Et la dernière chose que je dirais aussi sur la cosméto et le mélasma, c'est que le mélasma, comme la pigmentation, elle est plutôt profonde. La cosméto, elle va agir vraiment sur l'épiderme, mais ça va pas tout, ça va pas réussir à tout résoudre. Donc voilà, on faut pas non plus trop se mettre la pression avec une skincare routine avec 10 étapes. Je pense que la protection solaire pour éviter que ça s'aggrave, c'est bien. Si on a plaisir à mettre autre chose, un sérum le soir, c'est très bien aussi. Par exemple, du niacinamide, c'est bien, mais pas non plus
15 étapes dans la routine sur le mélasme. Alors, Sarah, est-ce que tu aurais des tips pour l'acné hormonale, pour limiter les dégâts en postpartum après l'accouchement, surtout si on ne reprend pas de contraception? Oui, bien sûr. Alors, la première chose, c'est toujours de re-questionner le diagnostic. Est-ce que réellement c'est de l'acné ? Parfois, c'est pas de l'acné et pendant la grossesse, ce qui peut arriver ou même en postpartum avec les fluctuations hormonales, c'est les dermites périorales. Donc, c'est un cousin de la rosacée qui va donner des petites papules, voire des pustules qui ressemblent à de l'acné, des petits boutons rouges autour de la bouche et autour du nez. Et ça va être aggravé si on met des crèmes pour l'acné, si on est irrité par les crèmes pour l'acné. C'est peut-être un signe qu'il faut aller consulter pour avoir un diagnostic plus formel de l'acné. Et après, il faut redéfinir ce qu'est l'acné hormonale parce qu'on a 2 types d'acné. On a les acnés rétentionnels. On va avoir pas mal de petits points noirs, une peau très grasse, ça a tendance à avoir du sébum. Et les acnés hormonales qui, elles, vont se concentrer sur la zone mandibulaire en U du visage. Et en fait, ça se concentre là parce que sur le bas du visage, on a pas mal de récepteurs hormonaux. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic, on est sûr de soi qu'effectivement, c'est une acné inflammatoire. On a 2 types de situations, 2 types de traitements possibles. Si on avait de l'acné avant la grossesse, et on sait que l'acné à l'âge adulte, ça touche 20% des adultes, donc c'est vraiment pas un cas isolé et c'est vraiment pas que l'apanage de l'adolescence. Dans ce cas-là, on va se dire, bon, faut peut-être un traitement un peu plus costaud et définitif pour se débarrasser de cette acné. Donc, soit on est prêt à agir sur la cause de l'acné, c'est-à-dire les cellules, les glandes sébacées, et donc on va venir les détruire, les atrophier par un traitement par isotrétinoïne. Donc ça, c'est ce qu'on appelle vulgairement le Roaccutane, c'est le nom commercial. Mais ça, pendant la grossesse, déjà que psychiquement, postpartum, c'est pas à la super forme. Peut-être qu'on peut attendre post-allaitement et après avoir sevré l'allaitement et de pas avoir de petites dépressions du sevrage. Et surtout qu'on doit avoir une contraception efficace. Tout à fait. Et la deuxième chose qu'on peut faire et qui là est assez sympa et qui nécessite pas toute cette contraception mais qui n'est pas remboursée, c'est de faire du laser qui va venir cibler les glandes sébacées et traiter au passage l'acné. Donc c'est un peu 2 en 1. Donc ça c'est bien, ça marche de manière on va dire plus définitive que tous les traitements hormonaux. Nous en dermato on n'aime pas bien mettre les traitements hormonaux parce qu'on considère que quand on met une pilule pour de l'acné c'est bien, ça rend service, surtout s'il y a un besoin de contraception. Mais s'il n'y a pas de besoin de contraception ou qu'on peut pas avoir de contraception, et je le rappelle en postpartum on a risque de faire des thromboses, donc c'est un moment où on peut avoir des contraceptions, mais qui vont pas être œstroprogestatives, mais microprogestatives. Et ça agit pas très bien sur l'acné. Voilà. Dans ce cas-là, on peut mettre des traitements, notamment un traitement qu'on appelle la spironolactone. Et donc la spironolactone, ça va agir sur les hormones indirectement. D'accord. La spironolactone, c'est un traitement pour le cœur à la base. Ouais. Parce qu'il n'y a pas d'AMM. Pour l'hypertension. Alors, il n'y a pas l'AMM, mais globalement, on le fait tous en notant hors AMM. C'est-à-dire qu'on prévient le patient que ça n'a pas été conçu, ça n'a pas été mis sur le marché pour l'acné, que c'est non remboursé, et on doit bien lui expliquer les effets indésirables fréquents et graves. Mais le problème de ces traitements, c'est qu'ils sont suspensifs. On les arrête et en fait, ça revient. Le déséquilibre hormonal est toujours sous-jacent et revient. Alors ça peut être bon pour un certain temps, mais pas sur le long cours. Et surtout, quand on allaite, ça peut baisser la lactation. Donc c'est quand même pas hyper adapté. Et je pense qu'on pense pas toujours à demander à une femme qui a accouché il y a 9 mois, il y a 10 mois, si elle allaite. On n'a pas trop ce réflexe-là. Ou du moins, on n'a pas forcément le réflexe de se dire « Ah, ça va baisser la lactation ». Donc ça, c'est, je pense, à garder dans un coin de sa tête que, pareil, c'est peut-être pas hyper réservé à la période de l'allaitement, mais on peut, cela dit, c'est pas incompatible. C'est juste que il faut s'exposer au risque d'avoir moins de lait. Et après, on a tous les traitements locaux. Donc, les traitements locaux, souvent, quand on parle d'acné hormonal, c'est quand même pas sur tout le cycle qu'on a de l'acné. Ça va être la semaine qui précède les règles, la première semaine des règles, on va avoir
un ou deux boutons inflammatoires qui parfois se voient vraiment comme le nez au milieu de la figure et plus que si on avait plein d'acné. Et dans ce cas-là, on a des petites solutions, des stop boutons un peu qu'on peut mettre localement. Ah ouais, Hélène, elle en met de temps en temps, je le vois même pas. Ça se voit pas. Ouais, les petits patchs hydrocolloïdes. Oui, parce que moi, donc depuis que, moi, j'ai mis longtemps à avoir des retours de couches à chaque fois. Par contre, là, vraiment, depuis que je n'allais plus et que j'ai remis mes règles, je me tape des stars 3 jours avant les règles. C'est horrible. J'ai pas eu ça à l'adolescence, quoi. Tout se passe bien. Ça veut dire qu'hormonalement, le cycle, il fonctionne. Youpi. Mais c'est vrai que, ça fait partie de l'acné de la femme adulte qu'on n'a pas eu à l'adolescence. Et qu'on diagnostique parce que c'est chez la femme de plus de 25 ans. Et ça, c'est quasiment 20% de nos patients avec de l'acné. Donc t'en fais partie, mais il y a des petites solutions locales. Donc si c'est vraiment comme ça répété, tu peux mettre des petits patchs en se disant que ça évite de toucher, et donc ça évite d'avoir des cicatrices derrière. Pour les gens qui peuvent pas s'empêcher de toucher, qui ont une dermatothéomanie, c'est pas mal. Après, on peut mettre des petits antibiotiques aussi, c'est sur ordonnance, mais on va en fait mettre un petit coton imbibé d'antibiotiques comme les rifluides. Ça, c'est très vieux, on le connaît depuis très longtemps. Dans la notice, il n'y a même pas de précautions à prendre par rapport à la grossesse ou l'allaitement, et on peut en fait faire un petit cataplasme sur la peau matin et soir pour essayer de diminuer un bouton qui est un peu inflammatoire. Ça marche plutôt pas mal. Après, pour les femmes qui font beaucoup de sébum d'hyperséborrhée et qu'on n'a pas envie d'avoir la peau qui brille, entre guillemets, il y a aussi les papiers matifiants. Je sais pas si vous connaissez, mais ça peut rendre service. On l'a dans son sac et puis on passe un petit coup de papier matifiant et on a la peau un peu plus mate. Mais c'est vrai que sur les boutons, soit on prend ces 25 ans, soit on prend les choses à bras le corps et on fait des séances de laser ou un traitement paro-accutane, si c'est chronique. Si par contre c'est pas chronique, on peut se dire qu'en attendant, on essaye des petites méthodes locales pour que dans le temps ça s'améliore doucement, parce que postpartum, c'est un changement où il y a beaucoup de changements hormonaux et parfois dans le temps, ça s'apaise. Il faut vraiment être patient et on n'est pas très patient. Et juste, je me demandais, le laser du coup, c'est compatible avec l'allaitement ? Et le laser, c'est compatible avec l'allaitement. Il y a toujours des gens qui vont dire on le fait pas, on attend la période après l'allaitement parce que on veut pas avoir cette hyperpigmentation qu'on peut toujours avoir pendant l'allaitement. Surtout que le visage, il est quand même exposé 365 jours par an. Mais ça, c'est praticien dépendant. Il y a quand même beaucoup de praticiens qui sont totalement d'accord pour faire ce laser, même si on allaite. Et en soi, c'est pas une contre-indication formelle. Je regardais vite fait pour le Roaccutane, l'isotrétinoïne. A priori, par voie orale, c'est pas conseillé. Enfin, comme il n'y a pas de données, c'est pas conseillé pendant l'allaitement. Mais en local, il n'y a pas de souci. Globalement, on le conseille pas. Mais c'est vrai qu'on anticipe les choses. On voit les patients et on sait que si on sent que c'est ce vers quoi on va se tourner, on va discuter déjà pendant l'allaitement de ce traitement pour dès le sevrage, le commencer. Et on parle souvent aussi de la ligne brune. Quand arrive-t-elle ? Quand disparaît-elle ? Est-ce que c'est vrai qu'elle est plus forte si c'est un garçon ? Non, alors ça fait partie des mythes et légendes. Après, c'est mignon. Parfois, il faut rester avec ces petites légendes. Et en soi, c'est pas dérangeant de se dire il est haut, il est bas, le ventre est rond, le ventre est pointu. Je pense qu'il faut pas froisser tout le monde et il faut accepter aussi les petites légendes. Mais en tout cas, si on ne sait pas quel sexe ça va être, ça c'est pas prédictif du tout. D'accord, mais moi, à Marin, c'était une grosse ligne brune hyper foncée. Et à Simone, et là, je savais pas le sexe, mais j'en avais beaucoup moins. Alors, on va dire qu'on dit aux patients, tout est possible. Peut-être que un jour on le prouvera. Mais en tout cas, actuellement, les données de la science sont pas en faveur de ça. Et j'avais une petite histoire de ligne brune d'un collègue dermato qui, lui, m'a annoncé sa grossesse via la ligne brune sur le ventre de sa fille. Donc, il m'avait envoyé la photo du ventre de sa fille. Et en fait, elle avait une ligne brune parce qu'en fait, le placenta de la maman se mettait à sécréter une hormone mélanotrope qui passait dans le lait. Et comme elle a lutté pendant qu'elle était enceinte et qu'après elle a fait un petit co-allaitement, finalement, en fait, la ligne brune se voyait chez sa fille pendant la grossesse. Donc ça a été,
Donc, il faut aussi se dire que c'est vrai que quand on co-allaite, l'enfant qu'on allaite, il est hyper imprégné par toutes ces hormones aussi. Et donc, autre sujet réjouissant, moi, j'ai constaté que ma pilosité est plus importante en postpartum. Donc, super sympa aussi, hein, en plus de la chute des cheveux, des taches, des boutons. C'est juste que t'as plus le temps de t'épiler, en fait. Bon, c'est pour ça qu'on fait du podcast et pas de la vidéo, déjà. Alors oui, la pilosité, ça m'a un peu surprise parce que c'est pas du tout un motif de consultation. C'est pas un retour que j'ai des patients. Mais a priori, si déjà toi t'es touché sur de grossesse, c'est que c'est une réalité. Donc après, je pense que c'est plutôt chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est qu'avant de tomber enceinte, on va avoir Cassandre est très brune. Avant de tomber enceinte, on va avoir une pilule hormonale. Et donc, on n'est pas à l'état naturel, on est imprégné par ces hormones qu'on prend à visée contraceptive. Et en fait, quand on l'arrête pour tomber enceinte, on tombe plus ou moins enceinte rapidement, on est de nouveau sous influence des hormones de la grossesse. Moi, j'ai trouvé que pendant la grossesse, par exemple, la pilosité était beaucoup plus présente qu'en dehors de la grossesse. Parce qu'avec les facteurs de croissance, ça poussait beaucoup plus vite, comme les ongles et comme les cheveux. Donc voilà, on est tous différentes. Hein. Et je pense qu'en postpartum, on va arrêter la pilule qu'on prenait avant, on ne la reprend pas. Parfois, on reprend une micro-progestative. Donc, il n'y a pas d'œstrogène, il n'y a que des progestatifs. Et c'est, à mon avis, à ce moment-là, qu'on décèle une pilosité qui était sous-jacente avant, mais qui était un petit peu masquée. Et l'autre chose aussi, c'est que parfois, on fait des épilations laser. Et donc, les épilations laser, super. On n'a quasiment plus un poil. Et avec la grossesse, et les hormones sont venues restimuler la création de poils. Et on va de nouveau avoir une pilosité à un endroit où on n'avait plus de poils grâce à l'épilation laser. Et donc, il faut faire dans ce cas-là une petite retouche. Ouais. Et alors, on en avait déjà parlé dans l'épisode Beau Néné, mais on revient dessus. Donc là, on arrive sur les modifications au niveau de la poitrine. Est-ce que tu peux nous parler de ces modifications? Alors d'abord, il y a les mamelons qui viennent les aréoles qui viennent se pigmenter. Oui, tout à fait. Donc, on a d'abord une pigmentation qui, pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une période propice à la création de mélanine. Et en fait, on va créer beaucoup de mélanine. Et la mélanine, elle va se mettre sur des zones préférentielles. Donc, les zones préférentielles, c'est des zones qui sont déjà légèrement pigmentées. Donc, les mamelons, les organes génitaux, le tour des ongles chez certains patients. Et donc, les zones où on a tendance à pigmenter un peu, on va pigmenter beaucoup plus. Et l'hypothèse derrière la pigmentation mamelonnaire, ce serait que le bébé puisse voir la démarcation entre le mamelon plus foncé et la peau blanche autour pour bien pouvoir cibler et attraper le sein par instinct de survie parce qu'ils ne voient pas très bien. Et donc, ce contraste noir et blanc, ça leur permet de bien voir où est le sein. Ouais, c'est ce que j'avais lu aussi, qu'on ne connaît pas encore bien le rôle de l'aréole, mais qu'a priori, ça pourrait agir comme une cible, en fait. Et donc, les vergetures au niveau des seins, c'est fréquent aussi, ça, je pense? Alors, c'est fréquent et c'est même plus fréquent qu'au niveau du ventre. Et alors, on parle beaucoup des vergetures sur le ventre, mais je pense que c'est ce qui va se voir quand on va être en maillot de bain, par exemple. Et c'est ce qu'on a vu chez nos aînés, nos amis, nos frères, nos sœurs. Et donc, on va être plus enclin à parler de celle du ventre. Mais finalement, sur les seins, c'est une peau qui est plus fine et qui craque plus facilement et qui va avoir une variation de volume beaucoup plus importante, que ça soit pendant la grossesse, et souvent le premier trimestre de grossesse, on va avoir une variation une prise mammaire assez importante, et aussi au moment de la montée de lait. Donc on peut ne pas avoir de vergeture pendant la grossesse et en avoir après en postpartum quand on allaite. Ça, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Et alors, ce qu'on peut faire en prévention, c'est de masser la peau. Donc, c'est plus important de masser que de juste huiler. J'ai l'impression que le message qui passe d'un point de vue cosméto, c'est il faut utiliser de l'huile, il faut mettre de l'huile. En fait, oui, c'est tout à fait vrai, mais l'huile, c'est un moyen, un vecteur pour pouvoir masser plus facilement. Et après, sur le sein, il y a des zones où on peut masser plus ou moins facilement le corps. Le ventre, par exemple, c'est facile de masser. Puis c'est un plaisir parce qu'on fait un câlin avec son bébé. Les seins, c'est un peu moins facile de masser les seins parce que l'idée, c'est vraiment de masser de manière
énergétique et énergique plutôt, et d'avoir une rougeur qui vient apparaître sur la peau. Et là, on sait que on a fait un bel appel vasculaire et qu'on vient nourrir la peau grâce au vaisseau. Et donc, il faut contraindre la peau dans un sens, dans l'autre, en faisant des petits palpés roulés. Et sur la peau des seins, c'est pas si évident de faire des palpés roulés. Et donc, du coup, tu as un peu répondu, mais moi, je voulais te demander ton avis sur la meilleure huile anti-vergeture, mais donc finalement, l'huile n'est qu'un prétexte au massage. C'est le masseur le plus important. L'huile n'est qu'un prétexte, mais... Mais achetez-la en pharmacie quand même. Oui, et regardez la qualité de ce qu'on achète, parce que c'est pas rien, parce que on pense qu'on partage pas avec le bébé, mais quand on met des choses sur la peau, il y a un passage systémique donc dans le sang d'environ 10%, et la peau, c'est toujours la même question, est-ce que la peau fait barrière et rien ne passe, ou est-ce que la peau, finalement, c'est l'interface d'échange, et dans ce cas-là, il y a des choses qui passent. Si dans l'hypothèse où les produits passeraient au niveau sanguin et au niveau du bébé, dans ce cas-là, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce qu'on achète et se dire qu'on met des choses qui sont propres, entre guillemets. Alors, propre, qu'est-ce que ça veut dire? C'est avec des produits qui ne sont pas connus pour être des perturbateurs endocriniens. Il faut aussi qu'il y ait du plaisir à l'appliquer parce que souvent, il y a une petite odeur et en fait, pendant la grossesse, on a cette hyperosmie où on sent les odeurs de manière beaucoup plus importante, parfois de manière un peu modifiée, on peut avoir des aversions. Et si on applique la crème mais à contre-cœur, je trouve que ça vaut pas le coup. Ok. Et maintenant, on va parler peut-être de cicatrices de césarienne. Toi, ton bébé est né par césarienne aussi comme moi. Et je me souviens, tu m'avais envoyé à ma deuxième césarienne des échantillons de dermato, de pansements cicatrisants. Et moi, ça m'avait hyper bien aidé. Je ne sais pas si tu peux recommander ça. Oui, bien sûr. En fait, c'est vrai que les gynécos, ils font pas beaucoup sur cette cicatrice. Et puis surtout, ils revoient les patients à 6 semaines en postpartum, parfois plus tôt s'il y a une césarienne, mais globalement, on est un peu laissé dans la nature après une césarienne. Et la friction vestimentaire peut être un peu inconfortable. Donc, la première chose, c'est de mettre des sous-vêtements qui couvrent plutôt haut, taille haute, de continuer à porter ses pantalons de grossesse pour éviter que ça frotte. Et ils ont tendance à dire faites rien et puis ça cicatrisera. Ah oui, ils disent on l'oublie. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Voilà, on l'oublie. Alors que je suis pas tout à fait d'accord avec ça, et pour être passée par là personnellement, je trouve que on peut pas faire comme ça abstraction d'une partie de son corps. C'est une zone qui est importante, qu'on va être amené à toucher. Donc je pense qu'il faut pas oublier. Et il y a plein de petits gestes qu'on peut faire pour améliorer la cicatrice. C'est une zone qui est sujette aux cicatrices qu'on dit kéloïdes. Donc, pour ceux qui en ont déjà eu, ça va leur parler. Pour les autres, moins. En fait, c'est une cicatrice qui va être très épaisse, très dure, et on va surcicatriser, on va cicatriser en boule. Et ça apparaît généralement 3 mois après la formation d'une cicatrice. Donc, c'est souvent le cas au niveau des oreilles, au niveau des cicatrices de thyroïde et au niveau des cicatrices de césarienne. Et donc, parfois, on se découvre avec une cicatrice kéloïdienne, alors qu'en fait, on peut la prévenir. On peut éviter qu'elle arrive. Et pour éviter qu'elle arrive, on peut notamment mettre des pansements siliconés, qui en plus ont double action, qui font du bien parce qu'on sent moins la friction vestimentaire sur cette cicatrice. Oui, c'est vrai ça. Et on peut les mettre dès le début, une fois que les points ou agrafes sont retirés? Une fois que les points ou les agrafes sont enlevés, on peut mettre ces pansements. On laisse un pansement par 24 heures ou un sur quelques jours s'il ne se décolle pas. Mais dès qu'il se décolle, on le change. Et on fait ça pendant 2 mois. Et l'autre chose qu'on peut faire, et je pense que c'est hyper important pour se réapproprier cette zone et pour avoir vraiment un geste de réconciliation avec son corps, c'est d'aller masser cette cicatrice aussi. Et pas de l'oublier. Alors après, il ne faut pas être trop dur avec soi-même. Une cicatrice, le processus, c'est 18 mois. Donc, quand on a une cicatrice, on ne la juge pas tout de suite. C'est peut-être plutôt ça qu'ils veulent dire quand ils disent on l'oublie et on s'en occupera après. C'est que finalement, elle va avoir tendance à s'améliorer dans le temps. Et je pense que c'est bien d'en montrer. Je pense que c'est bien de montrer une cicatrice de césarienne parce que ça, c'est quelque chose qu'ils font pas. Moi, je me souviens juste avant l'accouchement, la gynéco, vite dans l'urgence, elle a dit à mon conjoint, voilà, ça fait à peu près 5 cm, ça va être comme ça.
Et je pense que c'est plus de la même façon qu'on sait qu'on a du ventre une fois qu'on a accouché, c'est bien de savoir aussi que si on a une cicatrice de césarienne, ce à quoi ça peut ressembler. Et juste, tu parlais des pansements de silicone. Est-ce que ça a un intérêt d'en mettre si la cicatrice est déjà kéloïde ou pas? Oui, il y a un intérêt à en mettre aussi de manière curative, mais de manière préventive encore plus. Et du coup, parce qu'il y a aussi des gels au silicone, genre Kélocote, est-ce que c'est efficace ça ou faut quand même mieux les pansements? Oui, c'est efficace aussi. C'est différent, mais je pense que si on masse, tant qu'à faire, on masse avec par exemple un peu de Kélocote, c'est bien aussi. Mais les deux, ce qui est intéressant sur le pansement, c'est que vraiment il est en place pendant 24 heures. Moi, j'ai vu une différence entre ma première césarienne où j'avais pas ça et la deuxième. Je trouvais même en termes de cicatrisation, de rougeur, ça avait amélioré la cicatrisation et ma cicatrice, je pense qu'elle est mieux grâce à ça, grâce à toi, quoi. Hélène, elle a envie de poser sa question. Une question qui n'a, j'allais dire rien à voir avec l'allaitement, et encore que, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les poches sous les yeux et les cernes qui arrivent avec la maternité? Alors, oui, tout à fait. Donc, on dit un cerne, ça me surprend toujours. J'ai toujours du mal à m'y faire. Ce cerne, en fait, il y a plein de mécanismes différents. Il y a des patients qui vont être gênés par la pigmentation, d'autres qui vont être gênés par un creux, donc une perte de graisse. Donc, ça fait plus comme une poche. Certains qui vont être gênés par le fait qu'on ait un mauvais drainage lymphatique et donc ça fait une petite bosse le matin. On est un peu bouffé au réveil. Donc, je pense que la première chose, c'est d'évaluer quelle est la gêne et s'il y a une gêne, de cibler par le bon moyen. Après, vu qu'on a le droit de citer des choses, moi, j'adore le contour des yeux K-Ox Eyes de Isdin, qui, je trouve, a tendance à éclaircir un petit peu le cerne. C'est pas mal. Et attends, t'avais pas donné un conseil en off de dormir? Moi, j'avais dit j'ai un gros souci, donc j'ai des cernes, qu'est-ce qu'on fait, sachant que dormir n'est pas une option, et tu m'avais dit de mettre la chambre à 18-19 degrés parce que sur le drainage lymphatique, quand il fait chaud, c'est comme l'été quand on marche et que il fait chaud, on a les jambes qui gonflent un peu. Mais finalement, si on dort dans une pièce trop chauffée, pareil, on va avoir des poches qui gonflent un petit peu aussi. Ouais, mais du coup, c'est tout mon problème, c'est que t'as dit si on dort. Il faut dormir quand même. Et toi, en tant que maman allaitante et dermatologue, c'est quoi ta routine préférée? Je sens que tu vas me dire bien s'hydrater et crème solaire, mais j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Et finalement, une routine peut-être un peu plus minimaliste que ce que j'ai l'habitude de voir avec les patients. Et des routines qui changent peut-être régulièrement, mais quand je dis régulièrement, c'est je les essaye 3 mois environ avant de me dire ça marche pas. Et j'essaie de finir le produit avant d'en prendre un autre. Donc effectivement, le matin, grande originalité de la crème solaire. Je suis passée à une crème solaire qui est vraiment plus tout en un, style CC crème. J'utilise la Floramé depuis que j'ai accouché parce qu'en fait, ça fait gagner un temps fou. Que j'étire bien sur le cou aussi, c'est important de pas faire juste le visage, mais aussi le cou tant qu'à faire. On n'est pas loin, on est sur la même zone, on y va, on étire la crème solaire. Ensuite, la vitamine C, moi je la tolère pas, mais si on la tolère, c'est pas mal. Et le soir, un très très bon nettoyage avec de l'eau micellaire ou si je prends ma douche avec de l'huile lavante pour vraiment venir enlever les particules fines de la pollution qui participent aussi aux taches d'ailleurs, hein, c'est pas que les UV, mais également voilà, le maquillage, la crème solaire. On sait que la crème solaire, elle part pas si facilement. C'est pas juste en mettant un peu d'eau micellaire qu'on arrive à la faire partir. Donc un double nettoyage de peau, c'est pas mal. Et derrière, un contour des yeux, une crème hydratante. Voilà, c'est assez simple. Mais finalement, je trouve que déjà, si on arrive à se tenir sur la régularité dans le temps, c'est pas mal. Il faut vraiment avoir en tête que le cycle cellulaire, une cellule, le turnover, le temps qu'elle se renouvelle, c'est environ 21 jours. Donc, on ne peut pas demander à un produit d'être efficace du jour au lendemain. Il faut vraiment le tester quelques semaines avant de se dire je le jette à la poubelle ou je persévère.
Ok, c'est un peu comme l'allaitement, on dit de persévérer 1 mois avec ta crème anti-rides, c'est pareil. Sauf si elle tient avec la peau, évidemment. Voilà. Oui, sauf si t'es brûlée. Mais, voilà. Et je dirais que je suis d'autant plus minimaliste depuis que j'allaite aussi, parce que je me dis, voilà, les perturbateurs endocriniens, ce que je mets sur la peau, je veux pas que ça passe sur mon bébé, et je veux pas non plus que ce que j'applique, notamment au niveau du cou, ça change le goût du lait. Parce que c'est aussi pour ça qu'on dit pas d'huile essentielle. Si par exemple on se fait masser, c'est que ça passe un petit peu, ça change un peu le goût du lait, c'est pas très agréable pour le bébé. Oui, et le parfum aussi. Ils sont habitués à un goût. Et le parfum, il faut limiter. Alors le parfum, c'est bien qu'on en parle. Jamais sur la peau, le parfum, un peu sur les vêtements si on veut. Et quand on met du parfum et qu'on allaite, on peut faire ce qu'on appelle une dermatose par procuration. C'est-à-dire que le bébé va peut-être être allergique à un des composants de notre parfum ou quelque chose qu'on met sur la peau. Et il va avoir une allergie de contact à cause de quelque chose qu'on a appliqué sur la peau, ne pensant pas que effectivement le bébé peut récupérer ce qu'on applique. Et alors, encore une question, après je pense qu'on va arrêter, mais peu de rapport avec l'allaitement, mais l'érythème fessier chez le bébé, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'éviter et qu'est-ce qu'on fait quand c'est là? Attends, déjà, moi je précise que toi et moi on s'est rencontrés, j'allais chercher à la pharmacie une crème pour les fesses de mon fils. Même plus. Donc ça a du bon l'érythème. mais vraiment, non, on n'en peut plus de l'érythème Alors fessier. l'érythème fessier, je pense que un jour ou l'autre, si on a un bébé, on est confronté à ça. Et c'est toujours des nœuds au cerveau parce que c'est hyper impressionnant. C'est hyper rouge, on se dit, oh là là, il doit être hyper inconfortable. Bon, réellement, c'est inconfortable. On a tendance à chercher des choses qui sont directement en contact. Parce que je pense qu'avant, les couches étaient assez allergisantes, elles absorbaient pas beaucoup. Maintenant, on est quand même sur des couches hyper qualitatives. Mais on peut se dire, remettre en question, est-ce qu'on a changé la couche? Est-ce que c'est la couche qui crée ça? Sachant qu'on ne n'est pas allergique, on le devient. Donc on peut appliquer quelque chose tous les jours et le jour de trop l'appliquer et faire une réaction. C'est pas parce qu'on n'a pas changé qu'on n'est pas allergique. Donc on peut changer la couche, ou si on a changé, se dire on revient à ce qu'on avait avant. On peut se dire aussi qu'on fait un change plus fréquent pour vraiment laisser les fesses un peu plus au sec. Si on est en été, qu'on a de la chance d'avoir un bébé, qu'on n'a pas besoin de trop habiller, on le met sur une serviette et on essaie de faire en sorte qu'il ait les fesses un peu plus à l'air, un peu plus au sec aussi. Et ensuite, on met ce qu'on appelle des crèmes barrières. Donc les crèmes barrières, c'est des crèmes qui vont venir faire barrière entre le milieu extérieur, donc l'humidité ambiante, et la peau du bébé. Donc ça peut être des crèmes un peu isolantes à base de cuivre zinc, une petite alphate, un Dermalibour de chez Aderma. Toutes ces crèmes-là sont pas mal. Et on en remet un petit peu à chaque change. Il faut en mettre beaucoup, parce que c'est toujours la même chose, c'est qu'on dit il faut mettre, mais les gens ne savent pas combien il faut en mettre. Il faut en mettre à peu près 3 bonnes noisettes. Il faut vraiment être généreux sur ce qu'on applique. Et puis après, il faut aussi se dire que s'il y a un érythème fessier, ça n'a peut-être rien à voir avec quelque chose de local. Et ça peut être par exemple typiquement une poussée dentaire. Et donc ça, bon, on sait que les enfants, ils ont les joues rouges quand ils ont une poussée dentaire, mais ils peuvent aussi avoir un érythème fessier, un érythème vulvaire. Et ça, il faut toujours se poser la question de, ah, tiens, est-ce que mon enfant est confortable? Est-ce qu'il n'aurait pas une poussée dentaire? Et aller jeter un petit coup d'œil à la gencive. Et ça, on l'avait pas préparé, on l'avait pas noté, mais en fait, les croûtes de lait, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Est-ce que déjà c'est augmenté? Est-ce que c'est augmenté à cause, entre guillemets, de l'allaitement? Mais quand on dit croûte de lait, en fait, il y a un lien avec Ouais, non. Non, ouais, alors je crois qu'on dit croûte de lait à cause de l'odeur et de la couleur un peu, mais en soi, ça n'a rien à voir. Qu'on ait un bébé allaité ou pas, il y aura des croûtes de lait. Donc en fait, c'est un surplus d'un petit champignon qu'on a tous naturellement sur la peau. On est avec, on meurt avec. On l'appelle croûte de lait chez le bébé, on l'appelle dermite séboréique chez l'adulte, mais en fait, c'est la même chose. Et juste, il y a une phase où on sait qu'on a un microbiote cutané tout comme un microbiote digestif. Les choses se mettent un petit peu en place. Les bébés vont avoir cette hyperséborrhée, cette peau un peu plus grasse sur notamment la zone T du visage, le cuir chevelu, et ils vont développer ces petites croûtes qui gênent beaucoup les parents esthétiquement
surtout, mais il faut se dire que ça nous gêne nous, mais ça gêne moins le bébé. Oh, ça doit les gratter des fois, non ? Alors, s'ils en ont vraiment beaucoup, que c'est rouge, à partir du moment où c'est rouge, oui, effectivement, ça peut un peu les gratter. Oui, dans ce cas-là, on peut essayer d'éclaircir un petit peu les choses. On peut mettre de l'huile d'amande douce et venir vraiment très délicatement gratter, mais pas trop fort, parce que si on y va trop fort, on va abîmer la barrière cutanée et peut-être créer plus d'inconfort qu'il n'y en avait à la base. Et après, on peut aussi se faire prescrire du Kétoderm, qui est un petit antifongique local qu'on peut mettre si vraiment ça prend une ampleur pas possible. Mais encore une fois, c'est comme tout passe, ça passe. Et désolée, je rajoute une question, mais c'est en lien. Je pense que c'est de la recette de grand-mère, mais oui ou non de mettre du lait maternel sur les croûtes de lait ou sur l'acné du nourrisson également? J'aurais tendance à dire non parce que c'est un corps gras. Et alors, mettre du gras sur du gras, ça va pas résoudre le problème. Et le lait maternel est très anti-infectieux. Donc, c'est pas mal si, par exemple, on est plus sur une petite coupure, une petite gerçure, sur les crevasses, sur plein de petites choses sur le tour des yeux. Il n'y a pas de problème, on peut y aller. Par contre, l'acné du nourrisson, venir mettre sur des pores un peu bouchés, quelque chose de gras, c'est plutôt contre-productif à mon sens. D'accord, merci. Donc, c'est pas tout à fait la panacée non plus. C'est presque la panacée, le lait maternel, mais pas à 100%. Je vous l'avais pas dit que Sarah, elle répondait à toutes nos questions dans le mille. Franchement, c'est un sujet qui nous passionne et je pense que qui te passionne beaucoup, ça se voit. Et y a toujours plein de questions à demander sur la peau, voilà. En fait. Puis comme on met 2 ans pour avoir un rendez-vous chez le dermatologue, on en profite un peu. Donc Sarah, je voulais te montrer un petit grain de beauté là. Et là, j'ai de l'eczéma. Et justement, je pensais dire... Et oui, on n'a pas parlé des grains de beauté. Il y a plein de choses dont on n'a pas parlé. Et si les gens ont des questions et qu'on veut refaire un épisode pour répondre à d'autres questions, avec plaisir. Ah bah oui, trop bien. Merci Sarah. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci pour ce moment partagé. Et puis merci pour le podcast, c'est vraiment génial ce que vous faites. Merci à toi Sarah. Ces transformations sont un peu déroutantes, voire flippantes. Mais dis-toi qu'elles sont naturelles et témoignent de l'incroyable adaptation du corps maternel pendant ces périodes. On la vit avec Sarah, avec des soins adaptés, elles peuvent être mieux vécues et accompagner sereinement la grossesse et l'allaitement. Parce que comme à peu près tout dans la maternité, tout passe. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Bouboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.